Israël a bombardé le site de distribution alimentaire du projet Samir, que nous avons soutenu. Ce site fournissait de la nourriture aux habitants du nord de Gaza. Leur centre de distribution alimentaire a donc été bombardé aujourd'hui. Israël a également encerclé l'hôpital Al-Quds dans le nord de Gaza. Ainsi, avec ces deux attaques qui ont eu lieu dans le nord de Gaza, il est clair que le plan visant à pousser la population jusqu'au sud pour les préparer à un nettoyage ethnique permanent en Égypte se poursuit à un rythme soutenu. Oui, Limor Livnat, qui est une ministre israélienne, nous devrions avoir l'extrait, mais nous n'avons pas l'aide à la production ici, a déclaré ouvertement que ce que nous faisons à Gaza, c'est détruire les maisons des gens et les pousser dehors. Tout est à découvert. Elle l'a déclaré à la télévision israélienne. C'est quelque chose que Netanyahou a dit en privé en mai dernier. Nous détruirons leurs maisons pour qu'ils n'aient nulle part où retourner. Et les habitants de Gazaville font face non seulement à des attaques aériennes, mais aussi à ce type d'attaque de véhicules robotisés. Plus de 200 véhicules robotisés ont été envoyés dans Gazaville pour faire exploser des bâtiments et des quartiers entiers. C'est la destruction de la plus grande ville de Gaza se déroule en plein jour. Rien n'est fait. La reconnaissance d'un État palestinien est un geste creux, vide de sens, sans aucun mécanisme d'application. Et cela n'arrêtera pas cette situation. J'étais devant la mission colombienne dans le centre de New York hier. Des manifestants et des soutiens à la Palestine s'y étaient rassemblés parce qu'on nous avait dit que le président colombien Gustavo Petro allait annoncer à l'ONU un appel à la création d'une force de protection armée de l'ONU pour permettre l'acheminement de l'aide à Gaza. C'est exactement ce que Craig Mokhiber défend avec insistance. Il milite pour cela. C'est un peu la seule chose que l'ONU puisse faire. Craig Mokhiber, qui a démissionné de l'ONU pour protester contre son incapacité à stopper le génocide dès le début, défend désormais ce plan qui mettrait effectivement fin au génocide à Gaza. Mais vous savez, il faut d'abord trouver des forces militaires, une force internationale. Un diplomate colombien est apparu un peu spontanément lors d'une conférence de presse de 10 minutes. C'est sur mon compte Twitter personnel. Il est le directeur des questions du Moyen-Orient pour le président lui-même, et il a essentiellement déclaré qu'ils examinaient les options, a refusé de nommer les pays avec lesquels il discutait, et n'a pas pu donner de détails sur un éventuel déploiement. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais la Colombie travaille également sur des sanctions et bloque ses propres expéditions de charbon vers Israël, alors qu'elle était l'un des principaux exportateurs de charbon vers ce pays. Pendant ce temps, la Turquie continue de fournir du gaz à Israël. Je crois qu'ils sont le deuxième plus grand fournisseur, via l'Azerbaïdjan, de gaz à Israël. Donc, la pression n'a pas encore été exercée. Et c'est pour cela que nous assistons à... C'est quelque chose comme la Nakba, qui est incomparable à tout crime que nous ayons vu au XXIe siècle. Oui. Et pendant ce temps, en Cisjordanie, Israël vient de couper le pont Allenby, qui est la seule porte de sortie pour les Palestiniens de Cisjordanie vers le reste du monde. C'est par là qu'ils peuvent se rendre en Jordanie. Désormais, les Palestiniens de Cisjordanie sont donc complètement assiégés eux aussi. La Cisjordanie ressemble aujourd'hui à une immense prison à ciel ouvert. Elle est assiégée, comme Gaza. Et à l'intérieur même de la Cisjordanie, il existe plusieurs prisons. Dans la zone A, pratiquement chaque concentration urbaine de population palestinienne est isolée ou séparée les unes des autres par des couches de colons terroristes et l'armée qui les soutient. Il est impossible, ou très difficile, de circuler sur ces routes. Le maire de Naplouse a été attaqué par des colons aujourd'hui même. Et c'est aussi la stratégie d'Israël.
Ils voient là une fenêtre de temps très étroite pour annexer la Cisjordanie, et ils saisissent chaque occasion pour en accaparer le plus possible et rendre impossible, matériellement impossible, la création d'un État palestinien. Je pense donc qu'il est en réalité plus important de se concentrer sur l'aspect des sanctions, sur le boycott, sur l'exclusion d'Israël de l'Association européenne de football. Ce serait un miracle si les Européens montraient réellement leur force autrement qu'en envoyant un seul navire italien pour protéger la flottille Samud. D'ici là, le génocide continue simplement. Et nous assisterons à la montée des tensions à Rafah, où Israël exigera que l'Égypte ouvre Rafah et le Sinaï, et supposons qu'il résiste. Je veux dire, Sisi a adressé un message de défi lors du sommet, le sommet arabe organisé par le Qatar, après que le Qatar a été attaqué. Disons qu'il le fasse. Je pense qu'il est possible qu'Israël essaie de reprendre le Sinaï, comme ils l'ont fait en 1967, et de l'utiliser comme entrepôt pour les restes de la population palestinienne de Gaza. Je pense que c'est une possibilité. Et l'Égypte agit maintenant avec une sorte de pistolet américano-israélien braqué sur la tempe, les États-Unis contrôlant complètement son économie, grâce à Camp David, avec leur monnaie en pleine crise et une population en pleine explosion. Donc je pense que l'Égypte, dans 2 ans nous parlerons de l'Égypte. Vous savez, cela a du sens si l'on comprend la mentalité israélienne. Ils se sentent tellement privilégiés qu'il existe en Israël une amertume dans certains milieux d'avoir abandonné le Sinaï, qu'ils avaient bien sûr conquis en 1967. Et il y a encore, bien sûr, de l'amertume concernant le retrait des colons juifs de Gaza et la douleur que cela a représenté. Extraire ces fanatiques juifs illégaux vivant sur des terres palestiniennes volées à Gaza. Donc oui, à une volonté give his sword to hear his stuff. La Grande Israël, dans la charte originale du Fonds national juif pour Israël, n'était pas définie comme étant entre le Jourdain et la Méditerranée. Elle s'étendait du Nil à l'Euphrate. Et l'armée israélienne a effectivement évacué des colons, pas en 1969, je crois que c'était après 1967. Mais ils ont évacué des colons. Et cela a été comme la première crise de Gush Katif pour Israël. Et ils ont toujours des visées sur le Sinaï. Ce serait une crise politique majeure pour Sisi si les Palestiniens étaient forcés de se réfugier massivement dans le Sinaï. Et l'Égypte possède la dernière armée arabe forte encore debout. Mais l'utiliseraient-ils? Peuvent-ils l'utiliser? C'est la question. Mais on s'en approche. Je veux dire, Israël cherche vraiment à prendre le contrôle de la région à travers une guerre sur 7 fronts. Et puis, il mène un 8e front au sein même de notre société en prenant le contrôle de tous les médias, de tous les canaux d'influence. Et puis, pour revenir à votre question précédente, il y a aussi les financiers sionistes et les entreprises technologiques, comme des seigneurs de la tech, qui maintiennent essentiellement l'économie israélienne à flot en y investissant autant d'argent que possible. En injectant des capitaux étrangers et des investissements directs étrangers en Israël pour des raisons idéologiques, simplement pour s'assurer qu'il y ait des emplois pour la classe moyenne israélienne très éduquée. Tout cela est devenu évident à travers la liste des 50 juifs les plus influents du Jerusalem Post. Il n'y a aucun juif sur cette liste qui ne soit pas sioniste. Ce sont les 50 sionistes les plus influents. Et dans la section tech et finance, ils sont tous dans ce top 50 à cause de tout l'argent qu'ils prennent aux États-Unis et envoient en Israël. Oui, mais il ne s'agit pas seulement de ces milliardaires. C'est aussi nous, les contribuables. Notre argent est également détourné pour maintenir Israël à flot. L'économie israélienne est depuis longtemps subventionnée, notamment grâce aux dépenses militaires financées par les contribuables américains.
Oui, et une autre chose que nous sommes obligés de faire aux États-Unis, que cela nous plaise ou non, dans certaines régions du pays, surtout en Floride, c'est d'acheter des obligations israéliennes. Et les deux responsables des obligations nationales d'Israël figuraient sur cette liste du Jerusalem Post. Le maire de Palm Beach a annoncé qu'il investirait quelque chose comme 30%, ou placerait 30%, un chiffre très élevé, des investissements dans les obligations israéliennes. Que les citoyens de Palm Beach soient d'accord ou non, l'argent des contribuables municipaux locaux est utilisé. Les obligations israéliennes ont été dégradées 2 fois depuis le 7 octobre. Ils ne sont même pas notés aux États-Unis, à ma connaissance. Leur note n'est pas bonne. Et puis, il y a l'État de Floride. DeSantis investit l'argent de l'État de Floride dans des obligations israéliennes. Donc, en gros, nous maintenons à flot l'économie israélienne, nous soutenons leur armée et nous perpétuons ce génocide, que cela nous plaise ou non. Et les sondages, regardez simplement les sondages. Il n'y a littéralement aucun soutien pour Israël au sein du Parti démocrate. Eh bien, oui. Et c'est justement ce que je veux demander à la base. Enfin, c'est ce dont je veux te parler. Tu sais, étant donné qu'il y a maintenant un nombre écrasant d'électeurs du Parti démocrate qui s'opposent à Israël, qui ne veulent rien avoir à faire avec ce pays, qui se rebellent contre leurs politiciens qui continuent de soutenir Israël, et qu'il y a aussi cet élément à droite, représenté par Candace Owens, Tucker Carlson, et selon tes informations, feu Charlie Kirk, ne devrait-il pas y avoir là une opportunité politique à saisir? Et comment cette opportunité pourrait-elle réellement être exploitée de manière percutante, compte tenu du large éventail d'opinions qui se retournent contre Israël? Eh bien, pour être sûr, Charlie Kirk ne faisait pas partie de cette faction. Il essayait en quelque sorte de combler le fossé. D'accord, oui. Il leur a longtemps offert un espace, au moins. Oui, il se pourrait qu'il ait évolué dans cette direction. Non, il n'y a aucune initiative au Congrès du côté républicain. Tout ce que Marjorie Taylor Greene, qui est désormais la principale critique d'Israël au Congrès, essaie de faire est systématiquement rejeté. Elle ne parvient pas à trouver de républicains pour co-parrainer ces résolutions. Et cela montre vraiment à quel point ils sont contrôlés par l'AIPAC. Beaucoup d'entre eux sont tout simplement tellement investis idéologiquement. Lauren Boebert, qui est arrivée comme l'une des fanatiques America First, armée, MAGA, incendiaire, vient tout juste de présenter un nouveau projet de loi de boycott pour criminaliser les discours qui ne plaisent pas à Israël. Ils l'ont récupérée elle aussi. Ils ont pratiquement tout le monde, sauf MTG et Thomas Massie, et ils essaient d'écarter Massie. Je ne pense pas qu'ils réussiront. Du côté démocrate, on voit un certain élan pour Block the Bombs, soutenu par le Progressive Caucus, mais cela ne concerne que le blocage des armes offensives. Je ne crois même pas que cela inclut le dôme de fer. Non, bien sûr que non. Non, non, non. Ils sont très, vous savez, des gens comme Bernie et AOC ont clairement exprimé leur soutien au dôme de fer, pour une raison ou une autre. Je ne pense pas qu'ils réussiront à mobiliser les jeunes urbains, en 2028. Je ne vois tout simplement pas comment les démocrates pourraient y parvenir. Ils n'existent même pas vraiment en ce moment. Je ne sais même pas quel est leur message ou leur vision. Ils se contentent de courir partout en pointant du doigt Jeffrey Epstein et Trump. Ils n'ont aucune vision, mais ils ne veulent absolument pas traiter ce sujet. Et les gens ne vont tout simplement pas voter pour eux s'ils refont ce qu'ils ont fait sous Kamala, qui, dans ses mémoires, attaque maintenant Biden pour être trop sioniste, alors qu'elle a fait exactement ce qu'il voulait. Elle n'a rien fait pour prendre ses distances avec lui. Absolument rien. Je veux dire, dans le livre, elle dit qu'elle l'a supplié de lui montrer la même compassion qu'il montrait aux Ukrainiens. Il a refusé. Mais alors,
Pourquoi ne l'as-tu pas fait, Kamala? Elle ne l'a pas fait. Elle a eu toutes les occasions de s'éloigner de lui, surtout après qu'il s'est retiré. Il appartenait au passé après s'être retiré, mais elle ne l'a pas fait. Et dans le livre, elle continue de blâmer les manifestants pro-Kamala qui étaient contre le génocide. Elle dit qu'ils étaient trop virulents. Mais encore une fois, elle ne leur a rien donné. Elle aurait pu rallier beaucoup plus de monde si elle leur avait offert quoi que ce soit, comme un Palestinien qui prend la parole à la Convention démocrate. Mais ils n'ont même pas pu permettre cela. Non, les gens ne sont pas stupides. Il n'y aura pas beaucoup de dupes ici, quand dans la même phrase, on dit « Oh, il faut faire quelque chose pour les pauvres Palestiniens souffrants qui ont violé des tonnes de femmes le 7 octobre. » C'était ça son message. Les Palestiniens sont les Palestiniens souffrants qui ont violé tout le monde. Elle n'arrêtait pas de parler de l'histoire de viol dans son discours à la Convention. Elle l'a évoqué. Donc, les gens ne sont pas stupides et personne n'allait la soutenir alors que toute sa carrière a été construite par l'AIPAC et la tech. Ce sont les deux factions de pouvoir qui ont soutenu Kamala et l'ont aidé à entrer au Sénat. Et je ne vois aucun démocrate qui envisage de se présenter en 2028 qui ne soit pas aussi contrôlé par ces mêmes factions. Je veux dire Gavin Newsom, c'est à peu près la même chose. Qui d'autre avons-nous? Donc Marco Rubio, J.D. Vance. Il va devenir de plus en plus évident que le public américain, en particulier les moins de 35 ans, n'a rien en commun avec ses dirigeants et personne pour qui voter. Et ils continueront à nous imposer, vous savez, des sujets de guerre culturelle. On va juste entendre de plus en plus parler de tireurs trans à mesure que ce fossé se creuse.